Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Alors j'explique, quand même, t'es mon père, Voilà, il faut le dire. Et pendant de nombreuses années, tu as constitué une collection de vieux ordinateurs et aussi leurs accessoires. Alors pourquoi avoir commencé cette collection et surtout, comment est-ce que tu l'as constituée? Oui, bah alors ça a commencé très tôt parce que j'ai commencé l'informatique à l'âge de 11 ans, c'était en 1981. Oui. Et j'ai gardé quelques machines, mais vraiment pas beaucoup parce qu'il fallait vendre les machines pour en acheter d'autres. Mais j'en avais conservé deux. Et après, on vieillit, puis il y a la Madeleine de Proust qui arrive, hein, c'est-à-dire que quand on revoit les ordinateurs qu'on a bien aimés avant, bah, on a envie de les avoir. Et donc, je travaillais chez Bouygues Télécom à l'époque, et j'avais passé une annonce sur l'intranet de Bouygues Télécom en disant, bah voilà, si vous avez des vieux ordinateurs des années 70, 80, 90, bah, donnez-les-moi, et puis moi je les garderai, je voudrais faire une collection. Et j'ai eu plein de gens qui m'ont donné des ordinateurs, même le directeur de l'informatique de l'époque, Alain Moustard, qui m'a confié son premier Apple II et son premier PC. Donc j'en étais très fier. Et aujourd'hui, j'ai eu environ une quarantaine de machines, mais comme tu l'as précisé, avec les accessoires, avec des livres, avec des revues. Avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui va avec, voilà. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-uns de ces micro-ordinateurs et aussi nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont de différent avec les appareils qu'on connaît aujourd'hui? Ah bah avec plaisir. Alors, je vais commencer par celui qui me touche le plus, c'est le ZX81. Alors ceux qui vont regarder la vidéo vont se dire, ah, moi j'ai connu ça aussi, mais quand ils avaient mon âge, hein, donc voilà. Donc ZX81, c'était un ordinateur qui était vraiment accessible à l'époque, 500 francs. Donc c'était quelque chose qui était vraiment accessible. Il n'y a pas vraiment de clavier, hein, c'est complètement sensitif. Mais touche à membrane. Voilà, touche à membrane. Celui-là, c'est vraiment mon premier. Je l'avais vendu et quasiment 20 ans plus tard, la personne à qui je l'ai vendu me l'a rendu. Et il n'avait jamais utilisé, hein, parce que c'était compliqué à utiliser. On programmait en basique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ZX81, tel qu'il est là, il a 1 kilo-octet de mémoire. Donc de mémoire vive, 1 kilo-octet. Donc mon ordinateur récent aujourd'hui, il fait 32 gigas. Donc ça fait 32 millions de kilo-octets. Donc dans l'ordinateur aujourd'hui, il y a 32 millions fois plus de mémoire vive que ça. À l'époque, celui-là, par exemple, au niveau graphique, il n'y avait quasiment rien. On avait du texte écrit en gros. Il n'y avait pas du tout d'image. Et le deuxième ordinateur que j'ai eu, c'est le Commodore VIC-20. Qu'on voit ici. Alors là, grosse nouveauté, il y a un vrai clavier. Donc je me sentais vraiment entré dans le monde des grands. En mémoire, j'ai triplé la capacité, 3 kilo-octets. Formidable. Et puis au niveau graphique, c'était légèrement mieux, mais pas top. Donc ça, c'était un ordinateur, le Commodore, c'est une célèbre marque. Oui. Le grand frère, Commodore 64, il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Tout le monde en avait un à l'école, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui a bien marqué. Ce qui est important de comprendre en tout cas, c'était qu'à cette époque-là, il y a eu énormément de marques, énormément de modèles, tous incompatibles les uns les autres. Donc même sur une même marque, les différents modèles n'étaient pas compatibles entre eux. Et donc on pouvait rien en faire en fait. Bah c'était compliqué, il fallait toujours racheter quelque chose, donc c'était compliqué. Il y a IBM qui a cassé le game, comme on dit, en 81. Il arrivait avec une machine qui se voulait compatible, donc il a instauré une espèce de norme. Il s'est laissé copier. Donc c'était pour que tout le monde adopte cette norme-là, surtout en entreprise. Et aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a dérivent un peu de ça. À l'époque, on appelait ça des compatibles PC. On dit plus ça maintenant, mais à l'époque, c'est ce qu'on disait. Et puis, il y a une autre marque qui a cassé le game aussi. C'était Apple. Donc, Apple est arrivé en 1976. Donc, c'est très vieux. Et en 76, ils ont vendu le tout premier Apple qui était finalement une carte mère brute, sans rien. Donc il fallait bricoler son clavier, etc. Ça s'est vendu à quelques exemplaires. Et puis ils se sont dit, ouais, ça se vend tellement bien, on va en faire un mieux brandé. Oui. Donc là, c'est le patron hein, qui est arrivé, qui a fait quelque chose de mieux. Et c'est l'Apple II qui s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Alors de 1977 à 1993. Donc on voit quand même que c'est quand même assez énorme. Donc voilà, donc en tout, voilà un peu tout ce qui s'est passé dans le monde de l'informatique dans ces années-là, qui étaient quand même des années pionnières. Clairement. Alors il y a un an, tu avais eu l'opportunité d'organiser une exposition sur l'histoire de l'informatique à l'école de la Louvière, à l'école primaire de la Louvière. On pouvait admirer ta collection. Je vous propose de regarder un extrait. Nous vivons actuellement dans un monde où l'informatique tient une place prépondérante à tous les niveaux de la société. Sur nos bureaux, dans nos téléphones, dans nos voitures. Pour les enfants,
L'informatique, c'est principalement les jeux vidéo et les smartphones. Mais que savent-ils vraiment de l'histoire des ordinateurs? C'est pour leur raconter cela que Christophe Coupet a organisé une exposition sur les anciens ordinateurs à l'école primaire La Louvière de Rambouillet, en exposant sa propre collection d'ordinateurs des années 70 à 90. Alors l'exposition dans une école, pour moi c'était très important, tout simplement parce qu'on a affaire à un public très jeune qui ont vraiment pas connu cette période des premiers micro-ordinateurs. Donc on a tout un parcours ici dans cette expo où on commence l'histoire à partir du XVIIe siècle avec la Pascaline du mathématicien Pascal, et puis on progresse en parlant des premiers grands ordinateurs des années 40 jusqu'à tous les premiers micro-ordinateurs qu'on voit dans l'expo. On aborde l'histoire, l'aventure d'Apple, on voit la télématique, on voit les jeux vidéo. Donc voilà, on a vraiment un parcours et je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, les enfants ne connaissent pas. Alors la réaction des enfants est très intéressante, on a beaucoup de questions, j'étais très étonné parce qu'on a quand même énormément de questions. On a beaucoup de réactions d'étonnement, d'amusement. Et puis, il y a plusieurs réactions très intéressantes. Ah bah oui, je connais, mon père m'a montré ça dans le grenier, mon grand-père en avait un. Donc, certains enfants connaissaient vraiment le sujet ou avaient déjà vu certaines de ces machines-là. Et c'était surprenant pour moi, mais de façon générale, ils ont vraiment découvert. Au cours d'un grand circuit de visites, les élèves découvrent l'histoire de l'informatique au travers de différentes thématiques, en commençant par la Pascaline, une machine à calculer créée par Blaise Pascal en 1642, les premiers ordinateurs des années 40 à 60, les premiers micro-ordinateurs grand public, jusqu'aux premiers jeux vidéo, en passant par l'aventure Apple, la télématique, ou encore l'histoire du stockage et des données. Une exposition très enrichissante pour les élèves. Eh bien écoutez, je les ai trouvés très captivés, très attentifs, curieux de toutes ces machines qui leur sont pour la plupart inconnues. Certains ont dit « Ah, mais il y a ça chez papy, mamie ». Voilà, donc évidemment, ils ont bien reconnu les traces du passé. Vous-même, est-ce que vous avez appris des choses au cours de cette exposition sur l'histoire de l'informatique? Oui, bien sûr, j'ai appris des choses. C'est-à-dire que j'ai revu des éléments informatiques que j'ai connus dans ma jeunesse, puisque moi j'ai grandi... Voilà, MO7, TO7 et MO5, c'est l'époque. J'étais plus à l'école primaire, mais enfin disons que j'avais connaissance de ces machines. Par contre, oui, bien sûr, j'ai appris énormément de choses. Alors l'exposition, elle montre que l'informatique, c'est la programmation, c'est pas seulement les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que l'exposition, elle aura donné à quelques élèves l'envie de s'intéresser au sujet? Oui, certainement. Oui. Effectivement, les élèves, plus que les adultes probablement, voient l'informatique par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo. Mais effectivement, probablement certains d'entre eux auraient été attentifs. C'est Monsieur Perronin, le directeur de l'école La Louvière, qui a accepté le déroulement de l'exposition dans son établissement. Il n'a pas rechigné à donner un petit coup de main avec son collègue. C'est un grand plaisir d'accueillir ton papa pour cette exposition. On est dans la transmission et c'est ce qui est important que les enfants comprennent à leur âge, que c'est très important de transmettre, de savoir ce qui s'est passé avant et pour voir jusqu'où, pourquoi ils sont autant sur les consoles, sur les portables maintenant. Il y a un intérêt à comprendre tout ça. En 1985, il y avait eu le plan informatique pour tous, 120 000 ordinateurs installés dans plus de 50 000 établissements. En France, on a pu en voir quelques-uns. Aujourd'hui, la technologie, c'est encore plus au cœur de notre société qu'en 85. Mais est-ce que l'informatique s'est évoquée aujourd'hui en école primaire? Je vois que tu es très bien renseigné, félicitations, bravo à toi. Alors effectivement, on commence à parler de code, notamment, un peu. Et le souci que l'on rencontre actuellement, ce sont des inégalités profondes entre les écoles parce que forcément ça a un budget. On a également les soucis de connexion internet parfois, entre des petits soucis de connexion et également au niveau de la maintenance. Donc tout ça, ça a un coût et c'est pas facile. Donc il est vrai que actuellement, je pense que c'est plus au collège où on va
abordé de manière plus approfondie. Nous, on se concentre en tout cas à l'école de la Louvière à comprendre, à les sensibiliser sur les dangers notamment de cet outil merveilleux qu'est l'informatique et Internet notamment. Alors, je crois savoir que vous aviez eu un ordinateur étant enfant. De quel ordinateur s'agissait-il et quels souvenirs vous en gardez? Alors effectivement, j'en ai eu plusieurs et ils sont juste derrière toi. J'en aperçois deux dont je me souviens le plus. Alors l'Atari 520 AST de mémoire, tu me diras. Oui, c'est ça. Et l'Amstrad juste là, le CPC 464. Donc j'avais la chance d'avoir, j'étais dans les traces de mon grand frère qui effectivement avait ces petites bêtes là, ces deux joujoux. Et j'en profitais bien évidemment dès qu'il n'était pas dessus. La collection de Christophe Coupet est constituée d'une quarantaine d'ordinateurs de toutes marques et époques avec leurs accessoires. Et certaines de ces machines fonctionnent encore. Alors cette collection, elle s'est constituée presque malgré moi. J'avais commencé à garder les premiers ordinateurs tout au début. Et puis quelqu'un m'a rendu mon ZX81, mon tout premier ordinateur, et du coup ça m'a donné envie d'avoir les autres ordinateurs que j'avais connus. Et puis à l'époque je travaillais chez Bouygues Télécom et j'ai passé une annonce pour demander aux collaborateurs de Bouygues Télécom de me donner les vieux ordinateurs qui traînaient dans leur grenier. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai constitué toute cette collection qu'on voit aujourd'hui dans cette expo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet digital-retro.fr où vous pourrez découvrir tous les détails concernant l'histoire de l'informatique. Alors nous vous donnons rendez-vous peut-être pour une prochaine expo. Alors, cette exposition, c'est pas la première que tu avais organisée sur le sujet, mais alors comment ça s'est passé et surtout, est-ce que tu as d'autres projets en tête pour l'avenir? Alors, il y a eu plusieurs expositions. En 2013, j'ai fait ma première exposition chez Bouygues Télécom. Alors j'étais très angoissé, je me suis dit est-ce que ça va intéresser les gens? J'ai fait ça au Technopole de Bouygues Télécom. Ce que j'avais oublié, c'était que c'était rempli d'ingénieurs, d'informaticiens, etc. Donc je commençais à peine à déballer les machines, que j'avais déjà des gens autour de moi à regarder. Ça a été une journée incroyable, vraiment tout le monde était ravi, donc c'était formidable. En 2015, j'ai fait une exposition à Cambrai, dans ma ville natale, pour une association qui s'appelle Cambrai Amitié. Donc on a fait une grande exposition sur tous ces sujets. D'ailleurs tu étais là, Oui. tu étais tout petit à l'époque mais tu m'as aidé, t'as même présenté des ordinateurs si tu te souviens bien. Oui, je me souviens. Voilà, donc c'était formidable. Et puis plus récemment en 2023, j'ai fait une exposition à l'école de la Louvière. Oui. Donc juste à côté où tu as été scolarisé et où ta sœur a été scolarisée à ce moment-là. Et ça a été formidable parce qu'il y a eu cet échange avec les enfants qui ont découvert des ordinateurs qu'ils n'avaient jamais vus. Certains les avaient vus parce que leurs grands-parents ou leurs parents en avaient parlé, mais c'est la première fois qu'ils le découvraient vraiment, donc c'était vraiment intéressant. Donc moi, j'adorais faire des expositions. Le problème, c'est que j'ai des malles extrêmement lourdes. La dernière fois, j'ai voulu le faire tout seul, j'ai regretté. Oui. Et donc maintenant, je suis ouvert à toute exposition, mais avec de l'aide, parce que sinon, c'est pas possible. Mais il faut un renfort logistique. En Oui, fait. exactement. Alors, je t'entends souvent dire que pour toi, la connaissance de l'informatique, c'est important dans le domaine dans lequel tu travailles. Et en quoi est-ce que c'est important de savoir tout ça? Alors, la connaissance de l'histoire de l'informatique est importante, c'est ça. Pourquoi? Parce que moi, mon travail, c'est d'être consultant en transformation digitale interne des entreprises. Donc c'est un mot un peu savant. Plus clairement, disons que j'aide les entreprises à adopter des nouveaux outils qui permettent d'être plus efficaces, plus agiles, plus rapides. Et puis il y a surtout aussi il y a un plaisir de travailler aussi qui est amélioré, il y a un bien-être qui est amélioré. Parce qu'on n'a plus plein de tâches à faire qui sont complètement inutiles, et donc on arrive à se lâcher un peu et à baisser un peu ce qu'on appelle la charge mentale, on va dire. Voilà, donc c'est des outils qui s'appellent Microsoft 365. Alors certainement les gens connaissent un peu mieux avec Teams par exemple, OneDrive, c'est des choses que les gens connaissent un peu, donc il y a une vingtaine d'outils, et moi j'accompagne les entreprises là-dedans. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on m'explique que c'est une révolution. C'est impossible de changer des habitudes tellement c'est complexe, c'est nouveau, c'est complètement incroyable. Et ce que j'aime faire, moi, c'est toujours, grâce à cette histoire de l'informatique, c'est ramener les gens dans
l'histoire de l'informatique des années 80-90 quand l'ordinateur est arrivé dans les entreprises. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, l'ordinateur, personne ne savait ce que c'était. Oui. Personne n'en avait à la maison. Tout d'un coup, des gens qui travaillaient avec la machine à écrire, le crayon, le stylo, on leur enlève tout ça, on leur met un ordinateur qui avait même pas de souris à l'époque, avec des logiciels qui n'étaient pas du tout conviviaux. Copier un fichier, il fallait faire du copy C to B avec du DOS. Donc c'était très très compliqué. Et pourtant ils y sont arrivés. Donc je veux leur montrer qu'aujourd'hui c'est une évolution. Oui. On monte une marche technologique, on va dire. Mais la vraie révolution, c'est nos parents, nos grands-parents, moi aussi un peu à l'époque, qui l'ont vécu. Mais justement, et tu viens d'en parler, ça reste compliqué de faire adopter les nouveaux outils aux entreprises encore actuellement, et pourtant on l'a réussi dans les années 80. En quoi c'est plus compliqué aujourd'hui? Alors, il y a plein de raisons. La première raison, c'est, j'en ai un peu parlé, c'est que aujourd'hui, on travaille avec, les entreprises travaillent avec les messageries d'entreprise, le serveur de fichiers, c'est des choses que les entreprises connaissent depuis 35 ans quasiment. Donc c'est ancré dans l'ADN. Aujourd'hui, c'est un totem. Toucher à ça, c'est un sacrilège. Quand on explique aux gens qu'on peut travailler autrement, c'est pas possible. C'est tellement ancré dans l'esprit que c'est pas possible. Donc, des premiers sujets, c'est un peu ça. Ce qui nous amène aussi à parler du frein au changement. C'est-à-dire que c'est une façon, enfin c'est la réaction naturelle de l'être humain qui recherche l'équilibre. L'équilibre, c'est ce que je connais. L'équilibre, c'est ce qu'on fait depuis tant d'années. Et donc, on essaie de garder un peu cet équilibre-là. L'autre raison un peu qu'on a de tout ça, c'est un peu le manque de culture qu'on a dans les entreprises, ou même au plus haut niveau, où quand on parle de tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui existe et qui permet de changer les choses, souvent les dirigeants comprennent pas, ils n'ont pas le temps de regarder. Et puis, mais par contre, il y a quand même l'intelligence artificielle qui arrive, rien que ça. Qui va complètement bouleverser les choses. Oui, qui bouleverse en tout cas, qui change pas mal de choses. Et puis il y a tous les outils dont je parlais qui sont même pas encore adoptés. Il y a l'intelligence artificielle qui se met au-dessus. Donc ceux qui prennent du retard, ils en prennent encore plus maintenant. Donc voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi un manque de temps. Ça, c'est flagrant, c'est-à-dire que les employés, quand on va dans les entreprises, ils se tournent pas les pouces. Et encore plus, je pense, encore aujourd'hui qu'avant, on leur demande beaucoup de choses, d'être plus agiles, plus réactifs. Et quelqu'un m'avait dit, un manager un jour m'avait dit, Monsieur Coupet, je suis persuadé que ça peut nous aider, mais on n'a pas de temps à consacrer pour en gagner. J'ai trouvé que ça résumait parfaitement ça. Et il y a un autre sujet qui est intéressant aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler en 96, la messagerie était encore quelque chose de nouveau. Il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'une messagerie électronique. Et donc, moi, j'avais eu quasiment un jour à un jour et demi, je me souviens plus exactement, de formation à la messagerie. Ah oui. Aujourd'hui, on embauche quelqu'un, on se pose même pas la question est-ce qu'il sait ce que c'est une messagerie. On part du principe qu'il le sait. Quelquefois, on se trompe d'ailleurs, parce que ça pas forcément. Mais bon, on part du principe qu'ils savent. Mais on était capable d'investir une journée pour former à la messagerie. Aujourd'hui, quand je présente des vidéos, on me dit mais j'ai pas le temps de regarder les vidéos. Et ça, c'est le dernier effet, c'est l'effet TikTok. Où les collaborateurs, alors pas que les jeunes, mais aussi ceux qui sont plus âgés, ils ont l'habitude de regarder des vidéos, donc ça scrolle, les vidéos durent 30 secondes, et aujourd'hui quand je présente des tutoriels de 10 minutes, on me dit mais Monsieur Coupet, vous y pensez pas, 10 minutes, mais tout le monde va décrocher, personne n'ira jusqu'au bout, parce que maintenant les gens ont l'habitude de regarder des vidéos de 30 secondes. Mais moi, désolé, expliquer quelque chose aussi important en 30 secondes, c'est pas possible. Donc tout ça mélangé, fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup plus de difficultés à monter la marche qu'on l'a eu finalement dans les années 80, alors que c'était beaucoup plus compliqué. Effectivement. Alors, tu as également créé un site internet pour mettre en avant l'histoire de l'informatique et exposer virtuellement toutes les pièces de ta collection. Ça s'appelle Digital Retro. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors Digital Retro, c'est un site que je voulais faire depuis très longtemps, donc j'ai pris le temps un jour pour le faire. Donc comme tu disais, on retrouve la collection, donc à la fois les machines, les accessoires, tout ce qui est album, tout ce qui est revue, livre. On retrouve aussi l'histoire de l'informatique depuis l'origine du temps avec la Pascaline, la machine à calculer de Pascal. Et on retrouve aussi une rubrique sur les expositions que j'ai pu faire. Oui. Voilà, donc il y a plein de choses dedans et je vous invite vraiment à aller le voir.
ça permet de se rappeler un peu de ce qui existait. Et puis c'est amusant de revoir toutes ces années pionnières un peu de l'informatique. Eh bien, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. répondu à mes questions. Je te dis à la prochaine.